Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Guerre et race. Dans l'ère anglophone. Collection Racisme et eugénisme. Dirigée par Michel Prume. La collection Racisme et eugénisme se propose d'éditer des textes étudiant les discours et les pratiques d'exclusion, de ségrégation et de domination dont le corps humain est le point d'ancrage. Cette problématique du corps fédère les travaux sur le racisme et l'eugénisme, mais aussi sur les enjeux bioéthiques de la génétique. Elle s'intéresse à toutes les tentatives qui visent à biologiser les rapports humains, à des fins de hiérarchisation et d'oppression. La collection entend aussi comparer ces phénomènes et ces rhétoriques biologisantes dans diverses aires culturelles, en particulier l'ère anglophone et l'ère francophone. Tout en mettant l'accent sur le contemporain, elle n'exclut pas de remonter aux sources de la pensée raciste ou de l'eugénisme. Elle peut enfin inclure des ouvrages qui, sans relever véritablement de l'étude du racisme, analysent les relations entre les différents groupes d'une société du point de vue de l'ethnicité. Parmi les 22 ouvrages déjà publiés dans la collection. Diana Fumado, Exil impossible, préface de Serge Klarsfeld, 2005. Amandine Ducret, Les sitcoms ethniques à la télévision britannique de 1972 à nos jours, 2009. Lucienne Germain et Didier Lassalle dire Les relations interethniques dans l'ère anglophone, 2009. Cécile Perrault, Michel Prume et Thierry Vircoulon, L'Afrique du Sud à l'heure de Jacob Zuma, 2009. Michel Prume dire Ethnicité et eugénisme, 2009. Michel Prume dire Race et corps dans l'ère anglophone, 2008. Michel Prume dire La fabrique de la race, 2007. Michel Prume dire Changement d'air, 2007. Michel Prume dire De toutes les couleurs, 2006. Michel Prume dire L'un sans l'autre, 2005. Michel Prume dire Sang impur, 2004. Michel Prume dire Les malvenus, 2003. Sous la direction de Dominique Cadinot, Michel Prume et Gilles Tellier. Groupe de recherche sur l'eugénisme et le racisme. Laboratoire d'études et de recherche sur le Inonde anglophone. Guerre et race. Dans l'ère anglophone. Introduction, Gilles Tellier. La juxtaposition des deux termes qui servent de titre à cet ouvrage est quelque peu provocatrice car elle associe deux notions dont la validité, pour l'un d'entre eux du moins, est contestable. Si le mot guerre est un terme générique qui recoupe traditionnellement l'activité martiale des hommes sous des formes plus ou moins bien codifiées, et qui est communément reconnu par l'ensemble des groupements humains, le mot race, appliqué à l'homme, est lui beaucoup plus problématique. En effet, à la suite des horreurs perpétrées par le gouvernement de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale au nom d'une soi-disant race supérieure, FUNESCO a lancé dans l'après-guerre une réflexion sur ce terme de race appliqué à l'être humain, The Race. Question 1958. Le constat fut que ce terme était suffisamment vague pour permettre de regrouper un ensemble d'éléments disparates comme la nationalité, la race anglaise, l'origine géographique, la race scandinave, ou une appartenance religieuse, la race juive. Si les biologistes utilisent ce terme de race depuis longtemps en l'appliquant au règne animal, une sous-catégorie d'une espèce, vouloir l'utiliser pour l'être humain relève de la manipulation. C'est ce que les scientifiques ont démontré grâce au travail sur le génome. Les généticiens sont parvenus à définir que les êtres humains partageaient 99,8% de leurs caractéristiques génétiques, et que de ce fait la notion de pluralité qu'induit le concept de race, comme c'est le cas dans la taxinomie animalière, ne pouvait s'appliquer à l'être humain. Ainsi depuis une cinquantaine d'années, sous l'impulsion de l'UNESCO, des tentatives pour abolir le mot de race dans les textes officiels ont vu le jour en proposant des termes alternatifs comme nationalité, type, groupe ethnique, groupe culturel, groupe géographique. Si juxtaposer guerre et race peut être perçu comme une validation du deuxième terme, et donc accréditer une vision raciale de l'humanité, le choix de notre titre est en fait de remettre ces termes dans son contexte historique et souligner par là même la manière dont les hommes se sont ingéniés à définir, codifier, voire stigmatiser l'autre, afin de se démarquer de lui au nom de la race. L'acception du terme race, largement contestée aujourd'hui, ne t'était pas dans les décennies et les siècles précédents.
Ainsi l'histoire a retenu que derrière ces vocables se cachait un désir de designer l'autre sous forme péjorative, d'en faire un bouc émissaire afin de se définir, ainsi que de légitimer sa propre existence et sa prédominance par effet de miroir. C'est ainsi qu'est né le racisme colonial, dont l'objectif était de justifier le processus colonisateur et soumettre des populations qui, dans le discours, étaient jugées inférieures. Les populations autochtones devenaient, de par leur défaite militaire face aux envahisseurs allochtones, des êtres de rang inférieur. Claude Lévi-Strauss, dans son célèbre réquisitoire autour de l'idée de race, stipulait que le processus qui consiste à rejeter l'autre dans le monde animal, c'est-à-dire le déshumaniser en l'associant à une bête, un sauvage, autrement dit, un être issu de la forêt, est un procédé d'exclusion. D'après lui, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. On préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. 2. La notion de race telle qu'elle est utilisée dans cet ouvrage s'entend donc plus comme le rejet de la culture de l'autre, celle qui marque sa différence, même si c'est en termes pseudo-scientifiques que les idéologues vont fonder leur argumentaire raciste afin d'asséner des vérités qu'ils veulent présenter comme indiscutables. Ce thème de la stigmatisation d'un ennemi sous le vocable vague de race, même s'il n'est pas omniprésent dans l'histoire de l'humanité, est sans doute très ancien, au point que l'auteur français de science-fiction Pierre Boulle en a montré les caractéristiques dans son très célèbre roman qui se déroule sur la planète des singes 3. Le mépris des singes, évolués, envers les hommes, moins évolués, fonctionne efficacement pour rappeler au lecteur, par effet de miroir, le mépris des hommes civilisés face aux hommes moins évolus, ces derniers étant souvent assimilés par les premiers à des singes. La notion de race est donc en centre du processus identitaire des hommes désireux de connaître leur place dans l'univers. Ceci est particulièrement vrai notamment à cause des incertitudes induites par les débats du XIXe siècle et du désir de se distinguer des êtres différents, ou que l'on juge comme tels, qui servent de repoussoir et contre lesquels il faut se défendre. Ce n'est pas étonnant dans ce contexte que la recherche du fameux chaînon manquant fut l'une des préoccupations du XIXe siècle, car la quête de ce qui distingue l'homme des grands singes permet de définir une norme, voire de codifier ce qui relève de l'humain. Il n'est pas non plus étonnant qu'un vif désir ait conduit à la catégorisation et classification des êtres humains au travers de la phrénologie, la tératologie, l'étude des monstres, le darwinisme social et la miscegenation, mélange des races. Le métissage devint une obsession qui conduisit à l'eugénisme et au désir de préserver une race pure. La corruption du sang et l'hybridité devenant des thèmes à la mode de la littérature dite populaire, comme l'ont bien montré les succès du Dracula de Bram Stoker, 1897, ou l'île du Docteur Moreau d'Herbert George Wells, 1896. L'animalité de l'homme est donc questionnée au travers de sa part d'ombre. On pense au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, 1890, et en Dr. Jekyll et son alter ego Mr. Hyde de Robert L. Stevenson, roman paru en 1886. L'instinct s'oppose à la raison, car le premier est lié à l'animal, et le second à la capacité de réflexion de l'homme et donc à son intelligence. Paul Crook rappelle qu'au XIXe siècle la chasse et le développement des zoos justifiaient l'entreprise impériale. La domination des élites sur le règne animal devint une métaphore pour l'asservissement des êtres humains jugés inférieurs, dans un contexte colonial ou social 4. Le XIXe siècle fut aussi très attiré par la notion de guerre, outre que de nombreux combats eurent lieu à cette époque, des philosophes comme Fichte, Hegel ou Kant ont prôné les vertus des guerres. De fait, la plupart des sociétés humaines, quelle que soit l'époque, ont été confrontées à des conflits armés sur leur territoire ou à l'extérieur de leurs frontières. L'éternel débat sur l'origine naturelle ou culturelle de la guerre semble actuellement s'orienter vers la première hypothèse, comme le souligne l'historien israélien Hazargat lorsqu'il écrit que contrairement à ce que pensait Rousseau, les observations paléo-archéologiques prouvent que l'être humain a toujours combattu ses semblables, y compris lorsqu'ils étaient dans son état de nature 5. Ainsi, la manière dont l'acte de violence collective est mis en place, avec pour objectif l'unification des membres de la société et pour corollaire l'anéantissement de autres, a toujours obéi à des modes opératoires spécifiques à la culture et au comportement des membres du groupe. René Girard souligne l'aspect inéluctable du besoin de bouc émissaire.
Son absence rend toute velléité martiale caduque, sans lui la guerre n'est pas possible. Un bouc émissaire reste efficace aussi longtemps que nous croyons en sa culpabilité. Avoir un bouc émissaire, cesser n'est pas savoir qu'on l'a. Apprendre qu'on en a un, c'est le perdre à tout jamais, et s'exposer à des conflits mimétiques sans résolution possible. Telle est la loi implacable de la montée aux extrêmes 6. La rhétorique diffusée par les promoteurs d'une guerre fondée volontairement sur une différence raciale, ainsi que les discours légitimant le déclenchement des hostilités qui visent à conférer à F autre une image dépréciative afin de faciliter son élimination, sont l'un des aspects que cet ouvrage souhaite aborder. On se souviendra, à titre d'exemple, que c'est grâce à la radio et aux discours haineux diffusés sur les ondes que le massacre des Tutsis a pu être perpétré par les Hutus au Rwanda en 1994. La haine de l'autre va donc être l'un des moteurs provoqués par la propagande, généralement étatique afin d'obtenir l'assentiment des citoyens lors du déclenchement d'un conflit. Le caractère anxiogène de la guerre, peur de la destruction et de la mort, doit donc disparaître grâce à la haine qui supplante cette peur provoquée par l'état de guerre. Peter Gray témoigne de ce fonctionnement à travers les siècles lorsqu'il explique que les détracteurs de Dreyfus n'innovaient en rien, car ils ne faisaient que perpétuer un procédé connu depuis l'aube des temps. Les Hébreux de l'Ancien Testament croyaient que l'alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu faisait d'eux une espèce différente des autres mortels. Les Égyptiens de l'Ancien Empire considéraient la fertilité de leur terre comme la preuve manifeste que le Dieu créateur Ré les avait choisis de préférence aux misérables asiatiques. Les Grecs, quant à eux, se sentaient supérieurs aux étrangers qu'ils nommaient les barbares. De telles comparaisons ne se limitaient pas aux groupes ethniques, religieux ou régionaux. Ainsi Périclès, pour rendre hommage aux vertus des Athéniens, choisit de célébrer l'excellence de leur manière politique ainsi que leur souci de la beauté et de la sagesse, des conceptions fort différentes de celles des Spartiates. Le message était toujours identique. Qu'il s'agisse d'une population, d'une province ou d'une ville, d'une religion, d'une classe ou d'une culture, plus l'amour qu'elle se portait était vif, plus elle se sentait des raisons de haïr l'entre-sept. Il s'agit donc d'examiner en quoi la construction d'une identité nationale a pu et peut encore se faire en utilisant comme force motrice la différence raciale, ainsi qu'un processus sacrificiel, tel que l'a défini René Girard VIII, communément décline sous différentes formes. En effet, il s'agit bien de comportements collectifs qui mènent aux guerres car comme l'écrit Michel Serres, si nous devenons individus, nous nous décollons de la libido d'appartenance, 9, et ainsi nous nous libérons de la guerre. C'est en cela que les gouvernements ont souvent provoqué et provoquent encore parfois le sentiment de haine, car sachant que la haine peut être cultivée à dessein, ils s'inventèrent des ennemis afin de consolider la paix intérieure. 10. À propos des émeutes récentes dans les banlieues françaises, Robert Muchambled souligne que la guerre patriotique a toujours été considérée comme un bienfait qui permet de canaliser l'agressivité de la jeunesse, qui sinon s'exprime au sein même de la société et provoque des dégâts. Traduite par l'abrogation du service militaire obligatoire dans nombre de pays, dont la France en 1997, la disparition du conflit patriotique légitime supprime le seul exutoire massif considéré comme tolérable par notre culture à mi-combativité juvénile qu'elle n'a jamais voulu totalement éradiquer. 11. On comprend ainsi la nécessité pour les autorités d'avoir recours à la guerre pour pacifier la nation, détourner les citoyens des problèmes socio-économiques internes et canaliser l'agressivité de la jeunesse, qui est ainsi envoyée en découdre hors des frontières, par exemple contre les infidèles, pour délivrer le tombeau du Christ, le conditionnement préalable des combattants, recommandé par le théoricien militaire chinois Sun Tzu déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, fut souvent opéré au travers du processus de victimisation de l'ennemi, contre lequel les idéologues développèrent un sentiment de haine fondé sur sa non-appartenance à la même race. C'est sur ce postulat que les articles publiés dans cet ouvrage se sont appuyés. Dominique Cadinot s'intéresse à la perception américaine de la communauté arabe dans l'Amérique post-attentat du 11 septembre. En rappelant qu'Edward Said avait réfléchi sur la manière dont le regard des Européens sur les Arabes s'était transformé tout au long des siècles de confrontation entre chrétiens et musulmans, il pose la question de l'existence d'un schéma de pensée spécifiquement américain générateur de ses propres stéréotypes,
et de l'incidence de ceux-ci sur l'établissement d'un climat de haine raciale à la suite de la destruction des tours du World Trade Center. Pour répondre à la question, l'écrivain va examiner les guerres qui opposèrent Américains et Arabes afin de constater si la perception de l'autre a toujours été figée, ou bien si elle fut évolutive, et ce à partir des conflits qui virent le jour dès le XVIIIe siècle au large des côtes africaines lors des guerres dites de barbarie. Dans le contexte du XIXe siècle, et en particulier après la publication en 1859 par Charles Darwin de son Origine des espèces, ce qui fut appelé le darwinisme social se développa et eut un écho non négligeable dans les sphères influentes pro-impérialistes. La guerre de Crimée avait déjà opposé les Britanniques aux Russes en 1854. À partir de 1875, la compétition territoriale mondiale oppose à nouveau les deux nations blanches au Moyen-Orient. Stéphanie Prévost examine ce clivage entre race teuton et race slave, différent des confrontations racistes coloniales entre blancs et indigènes qui marquèrent la seconde moitié du siècle. L'auteur aborde la manière dont la presse britannique a construit un discours russophobe opposant sous forme allégorique l'ours russe au lion britannique. Elle montre également que l'évolution de la propagande russophobe s'est transformée en discours millénariste, dans lequel la Russie incarnait l'antéchrist, discours qui ne sera pas sans évoquer ce que les Britanniques vivront au XXe siècle face à l'Allemagne. Dans le contexte colonial plus connu des guerres impérialistes qui se déroulèrent sur le continent africain, un héritage de la guerre anglo-ashanti de 1895 à 96 est exploré dans l'œuvre du romancier contemporain ghanéen Ayi Kweyarma, par Kwame Adou. Il s'agit ici du point de vue d'un auteur africain, qui revisite le passé de son pays en portant un regard d'anciens colonisés. Les notions de race blanche et autochtone sont évaluées à l'aune de l'histoire des deux communautés, mais les perspectives ne sont pas les mêmes. Elles permettent à l'auteur de faire un bilan de la colonisation mais aussi d'interpréter la situation actuelle du pays comme héritage de la confrontation des deux races. En restant sur le continent africain, Françoise Orazi nous convie à examiner un autre conflit qui opposa deux nations blanches et protestantes de surcroît, mais qui n'en utilisèrent pas moins des critères raciaux pour s'opposer l'une à l'autre. La guerre des Boers de 1899 à 1902 opposa Britanniques et descendants des colons néerlandophones, francophones et germanophones installés en Afrique du Sud des siècles plus tôt, aujourd'hui les Afrikaners. L'auteur se penche sur la façon dont la rhétorique fut employée pour justifier ou décrire les camps de concentration en Afrique du Sud pendant le conflit. C'est sur une base humanitaire que le débat a porté entre deux personnalités féminines de l'époque, Emily Obaus d'un côté et Millicent Fawcett de l'autre. L'auteur montre en effet que, contrairement à la propagande habituelle contre des peuples indigènes, les idéologues durent adapter leur discours afin de le rendre plus acceptable. Thomas Argiro, quant à lui, analyse comment l'auteur américain Mark Twain a fustigé l'intervention américaine aux Philippines en 1899, en particulier la manière dont les capitalistes se sont évertués à exploiter les peuples d'autres races. Il déconstruit le discours impérialiste qui promeut les valeurs occidentales d'alors, ce que l'auteur de l'article rapproche du discours américain récent pendant le conflit en Irak en utilisant comme grille de lecture la vision de Michel Foucault sur l'histoire, la guerre et la race. Mais l'eugénisme et le racisme ne se développent pas qu'au XIXe siècle. Les interrogations sur la notion de race et de nationalité se poursuivent au siècle suivant, comme le montre Sandrine Piorkowski. Des inquiétudes sont réveillées par le premier conflit mondial aux États-Unis chez certains, qui se demandent si la race américaine est en danger. L'idée des eugénistes américains était qu'en temps de guerre, ce sont les hommes les plus vaillants et robustes qui tombent au combat. Les faibles de corps et d'esprit, rejetés par l'armée, restent vivants et vont prendre la place des valides qui sont décédés. D'après ces eugénistes, la guerre favoriserait, selon les propres mots de l'auteur, la survie des moins aptes. Un discours racial américain fut donc élaboré durant le conflit mondial, et grâce à lui, pendant ce temps en Grande-Bretagne, les femmes durent adopter des tenues de travail masculines, et durent raccourcir leurs cheveux, afin de s'adapter à leurs nouveaux emplois car elles avaient remplacé les hommes partis au combat sur le continent. Ces changements ne furent pas anodins, comme l'explique Florence Binard. La masculinisation vestimentaire des femmes fut perçue par certains courants conservateurs comme la preuve d'une forme de dégénérescence de la race, britannique s'entend ici,
car elles brouillaient l'ordre établi des sexes. L'émancipation des femmes est en toile de fond de ce débat sur leur masculinisation. La Première Guerre mondiale fut un révélateur des capacités de ces dernières à soutenir l'effort de guerre dans des domaines qui leur étaient refusés jusqu'alors. L'auteur va rendre compte de ce débat, et de la manière dont la Grande-Bretagne de l'après-guerre va gérer et intégrer ces changements importants pour les mentalités de l'époque. D'un conflit à l'autre, le chapitre suivant va nous conduire à examiner de quelle façon les sous-mariniers américains en guerre ont traité le cas des naufragés japonais. Stéphanie Cousineau montre que les conventions des guerres maritimes qui impliquent une entraide entre marins, même s'ils sont ennemis, se sont parfois heurtés pendant la Seconde Guerre mondiale à un comportement raciste qui a pu aller jusqu'à abandonner les naufragés à leur triste sort. Elle examine à travers les rapports de patrouille les comportements, les enjeux et la réalité physique liés à la promiscuité qu'ont subi les sous-mariniers en campagne, tout en faisant remarquer que si les marins de chaque bâtiment avaient des attitudes communes, des divergences existaient aussi. Bruno Marchi-Mouren s'est lui aussi intéressé au regard américain sur les Japonais, et plus spécifiquement à la population d'origine nippone installée sur son territoire. La peur d'une 5e colonne qui aurait pu opérer aux États-Unis a entraîné une volonté politique d'internement pour les populations nippo-américaines. Le fonctionnement administratif qui présida à l'internement fut racial, et fut fondé sur le pourcentage de sang japonais que possédaient les internés. L'auteur examine le rôle de l'information et de la désinformation, qui provoqua une hystérie xénophobe et la paranoïa aux États-Unis. Des mécanismes similaires ont été observés en Afrique du Sud, qui au temps de l'apartheid présentait bien des similitudes avec le Sud ségrégationniste des États-Unis. Daniel Conway se penche sur les dernières décennies de l'apartheid, période de l'état d'urgence, lors desquelles la militarisation de l'Afrique du Sud s'est faite sur une base raciale. Les guerres contre les nations voisines, Namibie, Angola, avaient un arrière-plan idéologique ancré dans l'histoire des liens étroits qui avaient uni la guerre et la race, depuis les débuts de la colonisation du pays, des siècles plus tôt. L'auteur souligne que contrairement aux autres conflits, ceux des années 1980, dans lesquels furent engagés de jeunes conscrits blancs, virent l'apparition d'une forme de résistance de ces derniers contre la racialisation étatique des opérations militaires, contribuant à saper les fondements de l'apartheid. L'historien militaire constate que depuis toujours les guerres ont des causes diverses, comme l'occupation territoriale, voire l'invasion du Tibet par la Chine, ou bien la création d'une union nationale nécessaire afin de détourner les citoyens des problèmes internes au pays, comme la guerre des Malouines en 1982. Mais parmi les casus belli les plus significatifs et les moins officiels, on trouve souvent les raisons économiques. Déjà en 1899, l'un des objectifs du gouvernement britannique qui l'incita à déclarer la guerre aux Boers en Afrique du Sud était de faire main basse sur les mines d'or du Witwatersrand. Aujourd'hui, c'est l'or noir qui excite la convoitise des puissances mondiales. Najwa Stiti explore les liens entre les États-Unis et le Moyen-Orient entre 1973 et 2003, période propice aux guerres pour le pétrole. La crise pétrolière de 1973 avait montré les enjeux mondiaux de la possession de réserves de pétrole et la nécessité pour les dirigeants américains d'utiliser leur puissance militaire afin de contrôler les flux de production des combustibles fossiles. L'auteur montre que la propagande qui fut mise en place s'est développée autour d'une islamophobie, orchestrée par la presse pro-gouvernementale et renforcée par les attentats du 11 septembre 2001. Pour conclure cet examen des liens entre guerre et race, Anne G. Winfield étudie comment l'eugénisme s'est développé après le 11 septembre dans le monde, autour de ce que le président américain George W. Bush a appelé la guerre contre le terrorisme. Si les guerres dites conventionnelles sont de moins en moins fréquentes, d'autres formes de conflits ont pris le relais, comme le montrent les guerres actuelles en Afghanistan ou en Irak. Alors que ces pays sont censés être pacifiés, la guerre est pourtant omniprésente, et c'est quotidiennement qu'il y a des morts dans ces régions. L'auteur démontre qu'il y a une militarisation raciale des conflits mondiaux actuellement, même si ces termes n'apparaissent pas dans les discours officiels et que le besoin de distinguer nettement un ennemi invisible pour les médias passe par une stigmatisation sur une base raciale de l'autre. Cet ouvrage souligne la temporalité du phénomène du bouc émissaire et montre que si les guerres évoluent et prennent des formes différentes des précédentes, les oppositions entre belligérants vont, elles,
fonctionner sur un mode opératoire commun de dévalorisation et déshumanisation de l'adversaire afin d'en faire une victime expiatoire crédible et donner bonne conscience aux peuples engagés dans les conflits. Ce volume de la collection Racisme et eugénisme souhaite rendre compte de ce phénomène. Les guerres de barbarie, étiologie des représentations anti-arabes aux États-Unis, Dominique Cadinot. L'histoire des discriminations à l'encontre des populations arabophones installées aux États-Unis n'a pas attendu le 11 septembre 2001 pour s'écrire. Dès le 17 janvier 1888, l'arrivée à New York, à bord du paquebot Amsterdam, de quelques 24 immigrants arabes provoque les réactions hostiles de la presse new-yorkaise. Voici le titre de l'article du New York Times qui rapporte l'événement, Arabs Not Wanted, 12. La lecture complète de cet article confirme que déjà au XIXe siècle, les immigrants arabes sont victimes d'une forme de stigmatisation. Pourtant, si l'on observe la composition des flots migratoires qui dès 1880 déferlent sur le Nouveau Monde, on remarque que les immigrants en provenance du monde arabe sont peu nombreux. Entre 1860 et 1880, seuls quelques 500 nouveaux venus, majoritairement chrétiens et originaires des provinces arabes de l'Empire ottoman, se seraient disséminés aux États-Unis. En 1888, il n'existe donc pas de communauté arabophone organisée aux États-Unis. Alors comment expliquer l'hostilité manifeste de l'opinion publique vis-à-vis des 24 nouveaux arrivants? Peut-on considérer que les Américains de l'époque aient simplement et uniquement héritent des préjugés racistes de leurs cousins européens? Répondre par l'affirmatif serait sans doute réducteur. La question se pose alors de déterminer à quel moment et dans quel contexte la société américaine a amorcé la formulation de son propre schéma racial à l'encontre du peuple arabo-musulman. L'objet de cet article sera donc de proposer une étiologie de la rhétorique anti-arabe aux États-Unis. Ainsi, après avoir analysé l'image de l'Orient islamique dans la société coloniale américaine, nous nous intéresserons aux conséquences des guerres de barbarie qui, au début du XIXe siècle, en Méditerranée, opposent pour la première fois la jeune nation américaine au monde arabo-musulman. Plus précisément, nous étudierons l'influence de ces guerres sur l'apparition des stéréotypes que l'on peut définir comme l'ensemble des représentations, images ou perceptions des attributs d'un groupe. État des connaissances sur l'Orient dans l'Amérique du XVIIIe siècle. Au temps de l'Amérique coloniale, pour les Anglo-Américains piqués d'orientalisme, la Bible est probablement la source d'information la plus accessible et la plus courante. En effet, outre la dimension religieuse, la Bible met en scène certains aspects de la civilisation orientale et donne une vision des réalités de la vie quotidienne. Pour les lecteurs des récits bibliques, les oasis, les temples, les caravanes et les déserts sont donc autant d'images propres à engendrer la rêverie. En complément, les plus intéressés par le sujet peuvent consulter les nombreux récits de voyages rédigés la plupart du temps par des aventuriers européens. L'ouvrage de l'explorateur et linguiste britannique Thomas Shaw, intitulé Travels or Observations Relating to Several Parts of Barbary and the Levant, 1738, connaît par exemple un grand succès auprès des lecteurs américains avides de récits fabuleux. Dans ses observations sur les traditions et les usages locaux, Thomas Shaw dresse un portrait enchanteur du monde arabe. The country has something in it so extravagant and peculiar to itself, that it can never fail to contribute an agreeable mixture of melancholy and delight to all who pass through it. 13. Cependant, l'opinion publique au XVIIIe siècle est aussi grandement influencée par l'élite religieuse de Nouvelle-Angleterre qui s'appuie sur les écrits bibliques pour expliquer le destin de l'Amérique. À partir de 1730, les colonies américaines sont en effet le théâtre d'un mouvement de renouveau spirituel connu sous le nom de Grand Réveil, Great Awakening. Ce mouvement se donne pour objectif de fournir un nouveau souffle à la foi traditionnelle. Les congrégations évangéliques se multiplient et les prédicateurs redoublent de ferveur. Dans bon nombre de leurs écrits, ces pasteurs évangéliques décrivent les musulmans en des termes peu favorables et leur prédisent d'ailleurs un avenir bien sombre. Le prédicateur évangéliste Jonathan Edwards, connu pour son remarquable bagage philosophique, est adepte des thèses millénaristes et soutient l'idée que le règne terrestre du Messie ne peut s'effectuer qu'après la défaite des autres religions monothéistes. Par conséquent, son appréciation du Coran est sans équivoque.
Extreme Darkness, Blindness, Weakness, Childishness, Folly and Madness of Mankind in Matters of Religion. 14. Cette même opposition est exprimée par d'autres personnalités influentes de l'élite intellectuelle. Samuel Langdon, président de Harvard et théologien, estime de façon beaucoup plus radicale que le Coran n'est qu'un tissu de mensonges et que le prophète Mahomet est un imposteur, pire, un émissaire de Satan. 15. Les théologiens américains de l'époque coloniale, qui n'ont pour la plupart jamais effectué de voyage en Orient, sont donc souvent très radicaux dans leurs appréciations et reprennent les théories de la tradition apocalyptique développées en Angleterre par Thomas Brightman ou Nathaniel Holmes. Il faut au passage rappeler que cette animosité des autorités religieuses américaines ne s'applique pas seulement aux musulmans, mais à tous ceux qui partagent des convictions autres que les leurs. Les Amérindiens en particulier, que Cotton Mather considère comme les habitants des anciens territoires du diable, forment la première cible du prosélytisme protestant. 16. Outre les interprétations exégétiques des pasteurs, la lecture directe de la parole coranique est, pour les amateurs d'orientalisme, une autre possibilité d'approche. Seulement, il est, cette époque, difficile d'obtenir une traduction du Coran qui ne soit pas tendancieuse. Michael B. Oren rapporte en effet que les traductions du livre saint de l'islam parues au XVIIe et XVIIIe siècle sont très souvent abusives et partiales. La plus connue est certainement celle effectuée par Alexandre Ross en 1649, dont l'objectif avoué est de mettre en évidence the contradiction, blasphemy, obscene speeches and ridiculous fables contained in the Coran. 17. Y a-t-il alors dans cette Amérique coloniale quelque érudit capable de produire une analyse originale et sans préjugés de la civilisation arabo-musulmane? À cette question, Robert Irwin, spécialiste britannique en histoire et littérature orientale, rejoint l'opinion d'Edward Said et répond à la négative. There was no sustained academic tradition in these areas. 18. Ainsi, au XVIIIe siècle, les rares savants américains intéressés par l'étude de cette civilisation doivent se référer aux travaux fournis par les chercheurs européens. D'ailleurs, alors que les universités anglaises d'Oxford et de Cambridge proposaient déjà au XVIIe siècle des enseignements sur l'hindouisme et l'islam, les orientalistes américains ne fondent leur première chaire universitaire qu'en 1841. Celle d'Edward Elbridge Salisbury recruté comme professeur d'arabe et de sanskrit à l'université de Yale. Ainsi donc, à la fin de la période coloniale, les études orientales ne sont guère développées. D'une façon générale, la vision que les Américains se font de l'Orient est soit largement inspirée par les descriptions des voyageurs européens qui apparentent l'Orient à un monde onirique et quasi surnaturel, soit déformée par les théories religieuses de l'élite protestante qui considère l'islam comme une secte rivale. 19. Par conséquent, à la fin du XVIIIe siècle, les Américains n'ont pas développé de système de représentation raciste anti-arabe qui leur soit propre. Le regard adopté est le même que posent les sujets anglais de métropole. La formulation de nouveaux préjugés anti-arabes propres à l'expérience américaine est suffisamment solide pour s'ancrer dans la mémoire collective, s'amorce au début du XIXe siècle avec la survenue des guerres de barbarie. Des côtes américaines au rivage de Tripoli. L'histoire des premières confrontations entre les États-Unis et le monde arabe est riche de péripéties et de rebondissements. Notre intention n'est donc pas de raconter en détail cette histoire, mais de décrire le contexte qui a déterminé la rencontre des deux peuples et la construction du système de représentation stéréotypique. Au XVIIIe siècle, les régences ottomanes d'Alger, de Tunis et de Tripoli forment collectivement ce que l'on appelle alors la barbarie ou les États barbaresques, Barbatistat. Le terme barbarie est d'origine controversée. Issu du grec barbaros, qui signifie étranger, barbare aurait aussi été le terme utilisé par les géographes arabes pour désigner les peuples autochtones de l'Afrique du Nord désormais connus sous le nom de peuples berbères. Quoi qu'il en soit, les États barbaresques sont au XVIIIe siècle des régences ottomanes, plus ou moins autonomes, dirigées par un gouverneur appelé la plupart du temps bey ou dey à Alger, signifiant seigneur. La population de ces territoires est alors très hétérogène. Mêlée aux communautés amazighes autochtones, on compte en effet de nombreux janissaires aux origines multiples, des Turcs ottomans et des Moriscos originaires d'Andalousie. 20. Par ailleurs, depuis la fin du XVe siècle,
les contacts entre les régences ottomanes et leurs voisins européens sont régis par des engagements réciproques. L'Angleterre, comme la plupart des puissances européennes, signe donc régulièrement des traités de paix avec les États barbaresques. Ces traités prévoient qu'un tribut annuel soit versé aux régences d'Alger, de Tunis ou de Tripoli pour protéger dès le passage du détroit de Gibraltar les activités commerciales de l'Angleterre sous peine de voir ses navires attaqués par les corsaires barbaresques. D'emblée, plusieurs précisions s'imposent. Il faut en premier lieu préciser que la guerre de course n'est pas un acte de piraterie à proprement parler. C'est un acte de guerre déclaré dont le motif est généralement le non-respect d'un accord passé antérieurement, ou un retard dans le paiement des tributs. Contrairement aux pirates, les corsaires ne se partagent donc pas le butin mais le remettent aux régents qui les emploient. En second lieu, la guerre de course au XVIIIe siècle n'est pas une pratique exclusivement barbaresque. Venant aussi pallier les défaillances de la marine de guerre nationale, elle est aussi menée par les puissances européennes. La rivalité franco-anglaise, notamment durant la guerre de 7 ans, s'était de la même façon traduite par le recours à des équipages privés. Enfin, il faut aussi rappeler que la guerre de course barbaresque est à l'origine, dans l'esprit des Ottomans, l'expression du djihad fil-bar, c'est-à-dire une forme de guerre sainte maritime contre la chrétienté. Les Arabes, ayant été depuis la Reconquista expulsés de la péninsule ibérique, subissent en effet les attaques répétées des Espagnols ou des Portugais qui souhaitent établir des têtes de pont sur les côtes du Maghreb. L'attitude des peuples barbaresques du XVIIIe siècle s'intègre donc dans le contexte plus large des opérations guerrières de prééminence religieuse. À l'époque qui précède l'indépendance américaine, les tribus dont s'acquitte l'Angleterre garantissent conjointement la protection de la flotte commerciale venue du continent nord-américain. Chaque année, plus d'une centaine de navires partis des ports nord-américains effectuent librement le voyage vers la Méditerranée 21. Mais une fois l'indépendance officiellement acquise en 1783, le statu quo est rompu. Les 13 colonies ne bénéficient plus de leur immunité. Les Anglais, soucieux de préserver leurs activités économiques en Méditerranée, espèrent que les navires de commerce américains seront de nouvelles proies pour les corsaires de Barbarie. Pour eux, la destruction ou la capture de la flotte commerciale américaine est inéluctable. C'est du moins l'avis de John Baker Holroyd, comte de Sheffield, membre du Parlement britannique et auteur de plusieurs opuscules sur les colonies américaines. The Americans cannot protect themselves, they cannot pretend to a navy, 22. Les prédictions anglaises se révèlent justes. La marine de guerre américaine, The Continental Navy, étant affaiblie et défaillante, les navires de commerce se retrouvent sans protection. En 1784, les corsaires barbaresques s'emparent donc de 3 goélettes et font prisonnier leurs équipages. Pourtant, déjà accablés par une lourde dette de guerre, les États-Unis sont contraints de se plier aux exigences des provinces ottomanes. Le Sénat propose donc la même année de signer un traité de paix et d'amitié avec les États de Barbarie, qui officialise le paiement d'un tribut annuel de $80 000 pour l'ensemble des États barbaresques. À l'instar des Européens, les Américains adoptent donc le système des tribus. Cependant, la question des tribus et celle de l'armement marin font polémique, notamment lorsque le Congrès continental débat de l'élaboration de la nouvelle Constitution. En 1788, dans le Fédéraliste numéro 41, James Madison avance que seule la construction d'une flotte armée décidée par un gouvernement d'union pourra mettre un terme à la pratique du rançonnement. We need to preserve the nation's maritime strength from the rapacious demands of pirates, 23. De la même façon, le révérend Thomas Tarrer, à la Convention du Massachusetts, se sert de la situation en Méditerranée pour justifier la consolidation du gouvernement fédéral. The fate of our sailor in Algiers is enough to convince the most skeptical among us of the want of general government, 24. Le problème des tribus contribue donc au rapport d'essai-force qui anime alors la jeune démocratie américaine et justifie, pour certains, la ratification de la nouvelle Constitution. Tandis que les débats se poursuivent à Washington, la régence d'Alger s'impatiente de voir arriver les tribus demandées. Décidé à accélérer le cours des choses, le Dey conteste l'accord initial et en représailles, capture de nouveaux navires américains. Face à ce revers et conscient de la nécessité de préserver les intérêts économiques américains en Méditerranée,
les membres du Congrès s'accordent pour voter le 27 mars 1794 un Naval Act qui forme l'acte de naissance d'une première flotte américaine, la United States Navy. The Depredation Committed by Algerine Corsairs on the Commerce of the United States render it necessary that a naval force should be provided for its protection. 25. Cependant, l'accession à la présidence de John Adams n'apporte aucun changement dans la politique américaine vis-à-vis des régences arabes, et les États-Unis continuent de payer les tributs exigés. Adams considère en effet que son pays n'est pas encore prêt à se battre et que, tant que la flotte de guerre n'est pas opérationnelle, payer des rançons est préférable à s'engager dans une nouvelle guerre. En revanche, lorsque Thomas Jefferson accède en 1801 à la fonction suprême et que les démocrates républicains prennent les rênes du pouvoir, le nouveau président décide de réagir contre les exactions des potentats barbaresques. Déjà, plus de 2 millions de dollars ont été versés par G. Washington et J. Adams à titre de rançon et de pots de vin, soit l'équivalent à l'époque de 10% du revenu national annuel 26. De plus, la rumeur court que les Anglais encouragent le système du rançonnement en soudoyant les corsaires de Méditerranée. Jefferson propose donc de mettre un terme à cette situation. La prise de décision est d'autant plus facile que le bey de Tripoli, Youssef Karamanlı, qui espérait une augmentation des tribus, s'impatiente et finit par déclarer la guerre aux États-Unis le 14 mai 1801. C'est le début de la première guerre de barbarie, connue sous le nom de Tripolitan War. Malheureusement pour les États-Unis, les batailles sont au bout du compte pour la plupart des défaites. La frégate Philadelphia, qui avait été si précieuse lors de la guerre non déclarée avec la France, Quasi-War, est capturée et renommée le cadeau d'Allah par les Tripolitains 27. De plus, constatant la faiblesse des Américains, les régences de Tunis et d'Alger exigent à leur tour en 1804 une réévaluation des tribus. Venant d'acheter la Louisiane à la France, la jeune nation américaine ne peut consacrer de moyens supplémentaires à l'entretien de sa flotte de guerre. En conséquence, après négociation, de nouveaux traités de paix sont signés avec les régences barbaresques en 1805. Le bey de Tripoli accepte de libérer des prisonniers américains mais, en retour, les États-Unis sont obligés de consentir aux exigences tunisiennes, tripolitaines et algéroises. En s'acquittant des tributs demandés, les Américains mettent ainsi un terme à cette première guerre de barbarie. Cependant, ayant le pressentiment que cette paix ne sera pas durable, Thomas Jefferson fait la même année, en 1805, dans son discours sur l'état de l'Union, la demande auprès du Congrès de consolider la Navy. It will not be expedient to withdraw immediately the whole of our force from that sea. And we need a selection of vessels best adapted to the service. 28. Jefferson voit juste car les années qui suivent ne sont pas moins difficiles pour les Américains. En 1812, les États-Unis entrent en guerre contre la Grande-Bretagne. Les Tripolitains et les Algérois, à qui l'on promet de nouveaux contrats plus avantageux, se rallient à la couronne britannique et reprennent de leur côté l'attaque des navires de commerce américains. Seulement l'Amérique est maintenant dotée d'une flotte plus importante et plus expérimentée. Au large des côtes américaines, la Grande-Bretagne perd de nombreuses batailles navales. L'expérience acquise en Méditerranée lors de la première guerre de barbarie constitue un atout décisif. C'est du moins l'opinion de Michael Oren. Applying the experience they had acquired fighting barbary, American Cruise braved Britain's naval juggernaut. 29. Le conflit anglo-américain prend fin le 24 décembre 1814 grâce au traité de Gand sans qu'aucun des belligérants, on le sait, n'ait réellement atteint son but initial. Pour autant, l'Amérique ne baisse pas les armes sur le front méditerranéen. Désireux de reprendre possession de leurs navires de commerce et de libérer les centaines de marins prisonniers, les Américains déclarent à nouveau la guerre aux États du Maghreb. C'est la seconde guerre de barbarie, appelée Algérie noire. En mai 1815, accompagné d'une escadre de 9 navires, le commodore Stephen Decatur entre en rade d'Alger après avoir capturé plusieurs navires algérois. Le nouveau Dey, Omar Pacha, fait appel à ses alliés britanniques. Mais ceux-ci ne sont plus en guerre contre les États-Unis, et refusent donc de lui apporter leur soutien. Devant la détermination et la puissance américaine, le Dey est contraint de capituler. La régence ne recevra plus de tribut, et devra en outre payer une indemnité de plusieurs milliers de dollars.
Fort de ce premier succès, Decatur obtient des concessions similaires de la part des régences tripolitaines et tunisiennes. À partir de 1815, les Américains sont donc respectés en Méditerranée et la pratique du rançonnement est interrompue pour de bon. On note au passage que les puissances européennes, inspirées par la victoire américaine, en profitent pour se débarrasser des contraintes imposées par les potentats arabes et mettent aussi un terme à la pratique des tribus. D'une certaine façon, donc, les ambitions coloniales de la France ou de l'Angleterre auraient été confortées par l'exemple des Américains qui font alors preuve pour la première fois de leur influence et de leur pouvoir dans les affaires internationales. Dans la presse américaine, la victoire de la Navy est rapportée avec enthousiasme. Dans les colonnes du Niles Weekly Register, on peut lire « The name of an American is now the proudest in the world », 30. Souvent mésestimées dans les livres d'histoire, les guerres de barbarie, nous l'avons constaté, ont formé un épisode important dans la rivalité qui opposait les anciennes colonies à leur métropole. Si le continent nord-américain et ses abords maritimes ont vu s'exprimer l'opposition guerrière des deux puissances, la Méditerranée a parallèlement été le lieu de batailles commerciales et de joutes diplomatiques. Ces guerres de barbarie ont premièrement fourni à la jeune nation américaine l'occasion de se doter d'une nouvelle marine militaire. Pendant la guerre d'indépendance, la flotte américaine est relativement faible, à punni infant, selon Hugh Brogan 31. Suite aux guerres de barbarie, elle devient plus performante, mieux équipée et capable de faire plier ses opposants. Toutefois, il faut surtout retenir que la question des tribus a largement occupé la vie politique de la jeune nation américaine et contribué au débat entre fédéralistes et antifédéralistes. De fait, pour certains historiens, les guerres de barbarie auraient en partie influencé la rédaction et l'adoption de la Constitution. C'est du moins l'avis de Thomas Bailey, spécialiste américain d'histoire politique. In an indirect sense, the brutal day of Algiers was a founding father of the Constitution, 32. Ainsi, alors que pendant la lutte pour l'indépendance, l'État créé par les articles de la Confédération est loin d'être unitaire, en 1783, et plus encore, au terme des guerres de barbarie, la nouvelle nation américaine franchit un pas décisif vers l'unité nationale. Première conséquence de cette victoire sur les régences arabes, une ferveur patriotique et nationaliste se saisit du pays. Patriotisme et racialisation. Avant les guerres de Tripoli et d'Alger, pendant les 20 années que dure la pratique du rançonnement, les contacts entre les diplomates américains et leur administration d'origine donnent lieu à des rapports et des échanges épistolaires qui constituent pour les Américains une nouvelle occasion d'appréhender la civilisation arabo-musulmane. Toutefois, la plupart de ces comptes rendus reprend les préjugés déjà enracinés et adopte l'approche homogénéisante traditionnelle. Algérine religion favors indolence by inspiring a reliance on the will of Allah. Déclaration de William Eaton, consul à Tunis, 33. The Moors are a designing, artful, treacherous set of villains. Déclaration du Commodore Edward Preble, 34. Ayant le sentiment d'être injustement rançonnés, les émissaires américains s'indignent devant l'apparente vénalité et idolâtrie des autorités maghrébines. Cash is the only deity of Arabs, 35. La capture des navires de commerce américains et celle de leurs équipages est aussi source d'inspiration pour de nombreux écrivains. Dans son roman picaresque The Algerine Captive 1797, Royal Taylor imite les lecteurs à suivre les aventures de Updike Underhill, jeune médecin de bord fait prisonnier par les Algérois. À l'exotisme et au merveilleux se mêlent les commentaires très critiques sur la culture et la religion islamique. The Mohammedan Imposture is a detestably ridiculous system, 36. Ayant échappé à la captivité, Underhill se rend à Médine où il rencontre un mollah qui entreprend de lui faire connaître le Coran. Le résultat n'est pas celui espéré. Underhill confie au lecteur son dégoût, disgust, pour les fables du mollah 37. Suite à la première guerre de barbarie, le discours des militaires américains prend une orientation plus radicale. Le commodore William Bainbridge considère comme un affront moral les victoires que remportent ses adversaires. To yield to an uncivilized enemy was humiliating, 38. On voit donc apparaître à partir de 1805 un discours qui, d'un côté, loue la supériorité de la civilisation américaine et de l'autre, affirme la primitivité de la société arabo-musulmane. Parallèlement, aux États-Unis,
Des compositions musicales, telles The Siege of Tripoli de Benjamin Carr, sont écrites pour magnifier les quelques réussites américaines. C'est aussi à cette époque que Francis Scott Key ébauche le poème qui deviendra en 1812 l'hymne national, The Star-Spangled Banner. À l'origine rédigé en l'honneur du Commodore Stephen Decatur, le poème comportait les vers suivants. And pale beamed the crescent, its splendor obscured by the light of the star-spangled flag of our nation. The turbaned heads bowed to its terrible glare. 39. L'expression de la fièvre patriotique assimile donc les succès, pourtant relatifs, de la marine à une sorte de punition divine capable de subjuguer ou de faire plier les peuples arabes. La première guerre de Barbarie est aussi inspiratrice d'une autre composition musicale, restée inchangée depuis, et qui fait l'éloge du courage de la flotte américaine. C'est l'hymne des marines qui débute par le couplet suivant. From the Hall of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles. 40. Néanmoins, au terme de cette première guerre de Barbarie, nous l'avons vu, le paiement des tributs est maintenu. Cet échec est difficilement accepté. Dans un poème intitulé Poem on the Future Glory of the United States of America, David Humphreys, homme de plume, militaire et patriote convaincu, s'insurge contre la résistance des Arabes à reconnaître l'universalité des droits fondamentaux tels qu'ils ont été définis dans le Bill of Rights. Audacious miscreant, fierce yet feeble bandu, impious, dare insult the rights of man. 41. Enfin, au terme de la Seconde Guerre de Barbarie, en 1815, lorsque les États-Unis sortent totalement victorieux du conflit, on remarque que les critiques prennent une nouvelle ampleur. Celle-ci porte désormais sur la structure politique des régences arabes et par contraste, souligne les qualités nouvelles de la nation américaine. They have no sense of patriotism, truth or honor. 42, ou encore Algiers is the repository of despotism. 43. Peint de cette manière, l'Orient arabe symbolise donc le type même de société dont la jeune nation américaine a rejeté le modèle pour atteindre son indépendance. Par conséquent, le conflit passé permet de mettre en contraste, plus que les divergences religieuses, les antagonismes supposés en matière d'idéologie politique et d'organisation sociale. Dès le début du XIXe siècle, ce sont par conséquent deux modèles de société que les Américains opposent. D'un côté les arabo-musulmans cupides, fanatiques, arriérés et incivilisés et de l'autre le peuple américain, vainqueur, indépendant et créateur d'une civilisation suprême. Outre le fait que ces guerres de barbarie ont constitué la première intervention armée américaine dans le monde arabe, il faut donc souligner l'importance de ce conflit dans la confirmation de l'indépendance américaine, et surtout son effet sur la cohésion sociale. Seulement nous l'avons observé, cette définition de l'identité collective s'est effectuée dans un rapport de différenciation. La civilisation arabo-musulmane servant alors d'image miroir en tout point opposée à celle que depuis un demi-siècle à peine affiche la jeune nation américaine. Conclusion. Lorsqu'ils entreprennent de se révolter contre le système des tribus que leur imposent les régences du Maghreb, les Américains ont pour premier objectif de protéger leur flotte commerciale et d'assurer ainsi un nouvel essor économique. Cependant, nous pouvons désormais avancer que par le biais de sa victoire sur les régences barbares, la nation américaine s'est en premier lieu affirmée aux dépens de la civilisation arabo-musulmane, dans le sens où la victoire de sa flotte contre les potentats arabesques a contribué à asseoir l'autorité de l'État fédéral et à faire naître un sentiment patriotique capable de transcender les clivages politiques. Outre le fait qu'elle aurait permis de livrer les vaincus aux puissances coloniales européennes, l'ultime victoire sur les régences de Barbarie a surtout constitué l'un des biais par lesquels l'Amérique a pu définir son identité en se démarquant de l'autre, européen puis arabe. La différence raciale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.